Bonjour. Bonjour Jimmy. Dans cette chronique, on va s'intéresser à des artistes que vous aimez, pas forcément dans le cadre professionnel. Alors on commence en musique avec de la musique classique et l'un de vos compositeurs préférés, il s'agit de Gustav Mahler, un chef d'orchestre autrichien ayant vécu de 1860 à 1911. Alors, on peut entendre un extrait de la symphonie numéro 5, présente notamment dans le film Mort à Venise, sorti en 1971. La musique de Gustav Mahler, en effet, était de nombreuses fois utilisée au cinéma, notamment dans Papy fait de la résistance, Les Amants du Pont-Neuf ou encore Shutter Island de Martin Scorsese. Mais avant que sa musique ne passe à la postérité, Gustav Mahler a dû surmonter quelques obstacles, et notamment celui de l'antisémitisme. On rappelle qu'en 1897, Mahler devient directeur artistique du prestigieux opéra de Vienne. Mais pour cela, le compositeur a dû auparavant se convertir au catholicisme. En effet, à l'époque, les Juifs n'avaient pas le droit de prétendre à ce poste. Alors, s'il ne veut pas cacher son origine juive, il ne peut donc pas l'afficher ostensiblement, et bien qu'il ait pu devenir directeur de l'opéra, il souffre de l'antisémitisme plus ou moins déclaré d'une partie du public de l'opéra de Vienne. Sa musique sera même bannie sous le Troisième Reich. Alors, un Troisième Reich que Gustav Mahler n'aura pas connu puisque le compositeur est mort en 1911 à seulement 50 ans, victime d'une maladie du cœur. Alors, Gustav Mahler, qui bien que contraint de se convertir au catholicisme, a toujours tenu à rendre hommage à ses origines dans ses œuvres, notamment par des emprunts à la musique klezmer ou au chant synagogal. Gustav Mahler qui avait déclaré une très belle phrase: « Je suis 3 fois étranger sur la terre, comme natif de Bohême en Autriche, comme Autrichien en Allemagne et comme Juif dans le monde entier. » Est-ce que vous connaissiez cette histoire, Jimmy Lévy ? Un petit peu quand même, oui. En partie. Un petit peu quand même. Est-ce que vous saviez que Gustav Mahler a rencontré Sigmund Freud ? Tout à fait. Alors voilà, le temps est limité, j'aurais pu effectivement parler de cette rencontre, j'aurais pu en parler, voilà, j'ai fait mes choix. Mais effectivement, il avait rencontré le psychanalyste. Quelle rencontre ? Oui. On va poursuivre avec un autre chanteur que vous adorez, Jimmy Lévy, et que beaucoup aiment ici, évidemment, c'est Michel Jonas. Oui, Michel Jonas, que nous avons reçu ici même dans cette émission. Alors, on peut entendre Super Nana, le titre fétiche de Michel Jonas, quand il joue sur scène. Michel Jonas, dont la famille, elle aussi, a subi l'antisémitisme, un petit peu comme Gustav Mahler. Alors, dans les années 1920, les parents de Michel Jonas quittent l'Autriche et la Hongrie et s'installent en France. Mais dénoncés par des habitants, ils sont déportés avec toute leur famille. Les parents de Michel Jonas se marient en 1941 à Drancy. Ils échappent à la Shoah, malgré que tout le reste de la famille, lui, soit décimé. Alors Michel Jonas naît donc 2 ans après la libération, en 1947. Et s'il est une sorte de miraculé, il est malgré tout victime d'antisémitisme. Il raconte qu'un jour, un petit garçon est venu le voir en lui disant « Moi, j'aime pas les juifs », ce à quoi Michel Jonas lui répond « Ah bon ? Eh bien moi j'en connais un, il est très gentil », sans pour autant avouer au petit garçon que lui-même est juif. Alors pour revenir sur sa carrière, Michel Jonas, il connaît l'un de ses plus gros succès en 1985 avec la chanson La Boîte de Jazz, évidemment, une chanson tirée du vécu de Michel Jonas. Flashback, nous sommes dans les années 1960, Michel Jonas n'est pas encore connu. Il se rend dans une boîte de jazz pour y passer une audition car l'établissement recherche un pianiste. Oui, mais voilà, Michel Jonas se ramasse totalement à cette audition, il le dit lui-même, et il avouera plus tard qu'il a donc créé la chanson La Boîte de Jazz afin de transformer un échec en succès. Pari réussi, puisque la boîte de jazz, qui est donc partie de cette désillusion lors de l'audition, remportera le titre de la chanson originale de l'année lors des Victoires de la musique. C'était en 1985. Et on va poursuivre avec de la littérature, avec l'un de vos poètes si je peux préférés. me permettre, bien sûr. Je vous conseille écouter Les Fourmis Rouges, oui, et écouter Les Fils téléphoniques. Ah, c'est vos 2 chansons préférées ? Ouais. Écoutez, si vous revenez dans cette émission, on passera ces 2 chansons-là. Mais évidemment, on va quand même les écouter, évidemment. On peut c'est les un écouter, choix justement de Jimmy Lévy et on vous recommande également, chers auditeurs, de Les le faire. Fourmis Rouges, c'est ça ? Oui. Les Fourmis Rouges et la boîte téléphonique. Non, les fils téléphoniques. Les fils téléphoniques. Eh bien, pardon. c'est noté. On m'embrouille. poursuit avec de la littérature, avec l'un de vos poètes préférés, Arthur Rimbaud. Oui, alors vous nous avez cité quelques auteurs, dont Arthur Rimbaud, l'un des plus grands poètes français, avec une particularité pour Rimbaud, c'est celle d'être très précoce. En 1869, alors qu'il a à peine 15 ans, il remporte les épreuves du concours académique, mais se sentant trop à l'étroit en province, il veut fuguer à Paris. L'année suivante, en 1870, alors qu'il n'a que 15 ans et demi, il trompe la vigilance de sa mère et se rend en train à la capitale. Arrivé en gare du Nord, il est contrôlé, mais ne peut pas présenter de billets puisqu'il n'en a pas acheté. Il est alors détenu dans la prison de Mazas, qui se situe à l'époque en face de la gare de Lyon, avant d'être ramené chez lui par
son professeur. Alors cette anecdote donnera naissance au poème Mémoire, dans laquelle il parle de cette première fugue, puisqu'il y en a eu d'autres. Et puis impossible d'évoquer Rimbaud évidemment sans parler de Verlaine, son amant. À l'époque, l'homosexualité fait scandale, les deux amants ont même été contraints de s'exiler en Belgique et en Angleterre. Et c'est la relation à la fois passionnée et chaotique entre les deux poètes qui donnera naissance à des œuvres telles que Une saison en enfer ou encore Les Illuminations. Alors flashback, nous sommes en 1873, Rimbaud et Verlaine entretiennent une relation tumultueuse. Verlaine subit en effet les coups et les moqueries de Rimbaud, souvent ivre et agressif. Leur idylle atteint un paroxysme de violence cette année-là quand Rimbaud annonce à Verlaine qu'il veut le quitter. Fou de colère, Verlaine tire alors 2 fois sur Rimbaud. Une balle atteint son poignet, l'autre la rate. Alors arrêté, Verlaine est condamné à 2 ans de prison. Et là c'est assez croustillant puisque c'est donc pendant sa convalescence que Rimbaud va écrire Une saison en enfer. Et une fois qu'il a fini son œuvre, il envoie un exemplaire de son livre à Verlaine en prison, dédicacé avec la petite phrase suivante, sans rancune. Une anecdote assez incroyable. Je vous recommande la lecture du Rimbaud de Pierre Michon. Ouais. Qui parle très très bien de cette relation. Cette relation et de cette histoire entre eux. Et qui en parle avec un style littéraire extraordinaire. Je me demande si on ne nous l'a pas dit, parce qu'on a déjà reçu quelqu'un qui aimait beaucoup Rimbaud aussi, et on nous a parlé de ce livre-là. On va terminer avec du cinéma et votre film préféré, Jimmy Lévy. Oui, alors Jimmy Lévy, quand on vous demande quel est votre film préféré, vous nous répondez Citizen Kane, un film sorti en 1941 et réalisé par Orson Welles. C'est un film longtemps considéré par certaines critiques comme le meilleur film de tous les temps. Alors on rappelle rapidement le scénario. Charles Foster Kane, un grand mania de la presse, meurt dans son manoir de Xanadu. Juste avant de mourir, Kane prononce dans un ultime soupir le mot Rosebud, qui suscite la curiosité du monde entier. Jerry Thompson, un jeune reporter, enquête alors sur cette énigme et se plonge dans la vie de Charles Foster Kane. Alors les contacts qu'il prend avec les proches du mania lui font alors découvrir un personnage gigantesque, mégalomane, égoïste et aussi solitaire. Alors quelle est donc la signification de ce mot Rosebud ? Eh bien la fin peut surprendre, mais je laisse le soin aux auditeurs qui n'auraient pas encore vu ce film de la découvrir par eux-mêmes. C'est assez savoureux. On pourra juste dire que Citizen Kane, c'est l'histoire de destin qui se brise en ayant croisé le destin de Citizen Kane, un destin encore plus terrible d'un homme voué depuis son enfance à l'abandon. On découvre donc le tragique sort d'un homme puissant qui ne sait pas utiliser son pouvoir et en oublie ses idéaux. D'ailleurs, je finirai par une citation de Orson Welles, le réalisateur du film, qui disait « On est seul, on vit seul, on meurt seul. C'est seulement à travers l'amour et l'amitié que l'on peut créer l'illusion momentanée que nous ne sommes pas seuls. » Je vais vous raconter une petite anecdote à propos d'Orson Welles, et qui n'a rien à voir avec le film, mais qui en réalité a été pour moi un moment magique. J'avais rendez-vous dans un hôtel, un rendez-vous professionnel avec une actrice avec laquelle on était censé travailler. Et donc on me dit oui, vous pouvez monter, etc. Donc je vais vers l'ascenseur et devant moi il y a une personne assez imposante qui entre dans l'ascenseur avant moi avec sa canne. Et donc je rentre derrière lui, l'ascenseur se ferme, il se retourne, c'était Orson Welles. Et je me suis retrouvé nez à nez avec Orson Welles dans un ascenseur, c'était au Claridge. Et il était là pour, je crois que c'était un César d'honneur cette année-là, ça devait être dans les années 80. Et j'étais interdit, c'est-à-dire que je n'ai pas pu dire un mot. Ah, vous n'avez pas pu lui parler. Ah mais impossible, rien ne sortait, c'est-à-dire que la surprise était telle, la sidération, l'émotion aussi. Parce que Citizen Kane, mine de rien, c'est quand même un film qui est profondément psychanalytique et lacanien. Parce que là, on parle d'un mot, et c'est sur un mot que tient tout le film. Le fameux mot Rosebud. C'est ça. Eh bien voilà, bien pour ceux qui veulent découvrir ce film, eh bien c'est encore possible, j'imagine, sur les plateformes streaming et puis peut-être sur Netflix. Je ne sais pas si ça se trouve ou pas, mais en tout cas sur les réseaux sociaux, je pense que ça doit être tout à fait faisable de le trouver. Merci beaucoup Jérôme Goulon et merci pour la chronique d'hier, parce que je me suis fait crier par Corinne qui m'a dit tu n'as pas dit merci Jérôme Goulon. C'est pas très grave. Allez, tout de suite, c'est le coup de fourchette de Jordi qui vous croque sur Radio J. C'est pas drôle